Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur ce Monaco PSG à froid et on en a bien besoin parce qu'hier soir on était dans l'exaspération face à cette prestation absolument effroyable de Le Texier au sifflet. Bien sûr, aujourd'hui on va revenir sur les prestations des joueurs, parler foot parce que le PSG de Luis Enrique a retrouvé une souveraineté absolue en Ligue 1 et de la confiance sur les 3 derniers matchs plus particulièrement. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Footufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale aux flocages qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, avant de parler tactique, technique et des prestations individuelles, j'aimerais revenir sur la mentalité affichée hier, qui est celle d'un champion, celle d'un souverain en Ligue 1 et d'une équipe assez mature face justement à cet arbitrage. Personne ne dégoupille, on ne flanche pas, on continue à jouer notre jeu, personne s'énerve, à commencer par Luis Enrique, je pense, qui est le premier à complimenter là-dedans, parce que pour moi, c'est un vrai curseur pour juger un entraîneur. La capacité à garder son sang-froid. On se souvient de Xavi qui pète complètement les plombs après le rouge d'Araújo en demi de Ligue des Champions et ça dégorge sur son équipe forcément. Là, Luis Enrique est très calme, fait un petit ajustement après le rouge en faisant passer Neves relayeur droit et Warren latéral gauche parce que Singo, justement sur l'action du rouge, part dans le dos de João Neves. Mais sinon, il ne bronche pas. Son staff parle au 4e arbitre, mais pas avec beaucoup de véhémence. Alors, c'est vrai que si on voit le verre à moitié vide, on peut se dire qu'il y a certains joueurs qui doivent mettre plus de pression à l'arbitre. Que ce soit sur cette action, le tacle sur Désiré Doué en deuxième mi-temps, même le péno, Marquinhos par exemple, il ne doit pas laisser Thilo Kehrer, qui était donc le capitaine de Monaco, parler autant de temps avec le Texier. Parce qu'il n'y en avait qu'un qui mettait la pression sur l'arbitre, c'était Kehrer. Voilà, Marquinhos, on peut penser à d'autres leaders bien évidemment, mais c'est lui qui a le brassard et c'est vrai que là-dessus, on met pas la pression sur les arbitres. Or, on sait très bien que ça joue. Après, de l'autre côté, c'est vrai que quand nos joueurs s'amusent à le faire, en général, ils repartent bredouille et les arbitres tout de suite se braquent, leur balance des cartons jaunes et donc on perd complètement. Sur le côté tactique, tu as des temps faibles. Monaco domine sur les contres, réussissent à te presser un petit peu, à se créer des occasions. Enfin, ils terminent le match avec plus d'XG que nous. Même si bien sûr, bon, le péno et le but marqué, c'est deux valeurs d'expected goals très élevées. T'es pas à l'agonie sur tes temps faibles. T'es plutôt trahi par des erreurs individuelles. Marquinhos hier. Mais voilà, tu ne te fais pas non plus tourner dans tous les sens. Les temps faibles existent. Ça arrive dans n'importe quel match. Alors, c'est vrai qu'il y a des ressemblances quand même à l'échelle de nos matchs. C'est-à-dire qu'on fait 20 super premières minutes. Ces derniers temps, on capitalise dessus parce qu'on ouvre le score. Et ensuite, on s'arrête de jouer. Bon, ça, c'est vrai qu'on pourrait progresser là-dessus. Mais sinon, voilà, les temps faibles, c'est tout à fait normal dans le foot. Et Monaco, on parle d'une équipe qui n'a pas aligné 5 passes sur la première mi-temps, bien sûr. Donc, à l'échelle de la Ligue 1, voilà, on retrouve un peu ce qu'on avait avec le PSG de Zlatan, qu'on respectait pour ça. Le sérieux affiché en Ligue 1, la souveraineté chaque week-end, le fait d'écraser tout le monde, d'avoir aucune concurrence. À quel point c'est nous qui écrasons la concurrence par notre super contre-pressing, peut-être une efficacité parce que c'est vrai que tu ouvres le score très rapidement sur tes derniers matchs.
Ou alors, à quel point de l'autre côté, c'est l'adversaire qui se présente avec de la peur. Bon, là-dessus, je fais référence au Classico contre Marseille. Là, c'est une évidence. Est-ce que hier, Monaco en avait? Sachant que c'est quand même une équipe qui joue des matchs de Ligue des Champions sur la première partie de saison contre le Barça, contre Arsenal. Après, c'est sûr que tu as un ascendant psychologique, forcément, quand t'es premier, avec 7 points d'avance sur l'équipe que t'affrontes, quoi. T'as très peu de pression. Alors que eux, bien sûr, voilà, au-delà de nous courser, ils ont aussi celle avec les Lillois, les Marseillais, les Lyonnais et toutes les autres équipes. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, ça fait vraiment plaisir parce que on l'avait perdu. Le PSG de Galtier, le PSG de Pochettino. Évidemment que c'était deux équipes. Hier, au moment où il y a 2-1 pour Monaco, t'es assuré avec l'ancien PSG de perdre. Parce que tu perds le fil du match, t'en as qui vont s'exciter. Et peut-être même Hakimi. Le Hakimi d'il y a 2 ans, peut-être qu'il pète un plomb et il prend un rouge parce qu'il gueule, il fait une faute, un excès d'engagement, machin. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est plutôt appréciable. Les 2 derniers matchs en Ligue 1 ont été très plaisants à regarder, déjà. Premièrement, un ressenti. Et ensuite, on a vu un PSG diversifié avec de nouveaux rôles. Évidemment, Nuno Mendes plus haut. Désiré Doué faux numéro 9 hier. Les changements de position, hein, favorisés par les retours de blessures. Lucas Hernandez qui te permet de finir le match avec un joueur qui t'apporte du punch, de l'électricité défensive. Au milieu de terrain, je pense au changement auquel je faisais référence juste avant entre João Neves et Warren Zaïre-Emery après du coup l'action de Singo. Pourquoi? Parce que João Neves, qui était latéral gauche jusque-là, repasse relayeur droit et sur son premier ballon, il lance Hakimi, ça fait but. Ça, évidemment, que s'il a pu faire cette passe en profondeur, c'est parce que les Monégasques ne l'attendaient pas ici. Depuis 20 minutes, il était latéral gauche. Et donc forcément, tous ces changements, même si parfois il y en a peut-être un peu trop, ça en devient assez illisible, la plupart du temps, c'est quand même très efficace et ça crée énormément d'incertitudes chez l'adversaire. Après, on va pas se mentir, au-delà des petits ajustements de Luis Enrique, des nouveaux hommes aussi hein, qui arrivent, Gonzalo Ramos, Désiré Doué qui lance sa saison, Lucas Hernandez qui revient, bon, on rajoutera Presco peut-être un jour, tu as l'efficacité qui est là. Et évidemment, ça change la lecture d'un match quand tu ouvres le score rapidement, quand tu réussis à mettre un vieux but comme celui de Dembélé, le tap-in, parce que voilà, c'en est un. Quand tu es dans une situation un peu galère, où tu es mené, l'adversaire a réussi à inverser la tendance, est en confiance, voilà, t'as Ruiz qui se trouve dans la surface, il déclenche une grosse frappe tout de suite, et tu profites avec la présence d'un neuf. Très bien, l'efficacité est là. Et ça fait relativiser en fait l'évolution du PSG, parce que finalement on se dit, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on produit sur les matchs de Ligue des Champions qu'on perd, où on fait match nul contre le PSV, ceux en Ligue 1 où on fait match nul, où les contenus sont un peu moins intéressants, un peu moins brillants, comme Lens la victoire que 1-0, parce que toutes les équipes de haut de tableau ont pris leur tarif, hein, 3 buts minimum. Lille, Brest, Rennes, Marseille, Lyon, Monaco, c'est 4 buts. Donc voilà, bon, il y a Lens qui ont pris que 1-0. Mais c'est vrai que quand tu as l'efficacité, bien sûr que la lecture du match change complètement et vient relativiser en fait ces changements récents. Alors maintenant les prestations individuelles, bien sûr. Bon, commençons par Donnarumma. Il va bien. Il a mis un message sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Le club a communiqué dans la nuit comme quoi, bon, il est immobilisé pour plusieurs jours. Moi, je pense que l'absence, ça va se compter en semaines, là. Hein, et quand il reviendra, on aura peut-être une cagoule à la Petr Cech, hein, parce que c'est... Et je me demande s'il va pas garder une cicatrice toute sa vie, quoi. Parce que c'est absolument horrible, l'image. Une qui est belle, c'est Singo qui va s'excuser dans les couloirs, Donnarumma qui accepte aussi les excuses, les deux qui parlent, Singo qui fait sa petite story Instagram, donc ça c'est plutôt appréciable, c'est plutôt classe. Sur les 22 premières minutes de Donnarumma, donc avant sa sortie, faut noter qu'il fait un bel arrêt et ses relances sont plutôt pas mal. Ses relances sont plutôt intéressantes. Je crois qu'il les réussit toutes. Sa faute rentre. Au pied, c'est pas bon, quoi. Enfin, au pied, c'est surtout les premiers ballons, mais même après,
c'est compliqué. C'est compliqué. Et vraiment, du coup, on va le voir contre Lens samedi. En plus, ils seront à domicile. Alors après, c'est un match de coupe. Est-ce qu'ils vont décider de te presser tout de suite dès la première minute, quitte à se voir prendre un but comme au Parc des Princes, celui de Dembélé? Bon, je sais pas trop, mais voilà, on a un gardien qui paraît pas forcément meilleur que Donnarumma sur son jeu au pied hier. Bon, le penalty, comme je l'ai dit, il plonge du bon côté, il est extrêmement bien tiré. Quand on remène 3-2, il fait une très belle sortie, loin de ses cages. Donc ça, c'est à signaler. Parce que du coup, Donnarumma, déjà qu'il n'aimait pas trop sortir, que ce soit dans les airs ou même loin de son but dans les 1 contre 1, avec ce qui s'est passé hier, va pas falloir garder des séquelles psychologiques en plus de la cicatrice. À savoir, parfois, avoir cette appréhension au moment de sortir. Donc voilà. Bon, Safonov, un match que j'ai trouvé un peu quelconque. Hakimi. Revenons sur Hakimi. Dans le foot actuel, où les joueurs sont exténués, jouent tous les 3 jours, des compétitions internationales sur les périodes de vacances. Et c'est encore plus vrai pour Hakimi qui a eu les Jeux Olympiques cet été. En plus, il sortait de son aller-retour au Maroc qui a été décevant puisqu'il n'a pas eu le Ballon d'Or. Tu l'entends dire dans les vestiaires hier de Monaco que en fait ils l'ont fait venir en lui faisant croire qu'il avait gagné et au final il repart bredouille. Truc auquel je crois parce que vraiment Nasser qui l'accompagne et tout ça, moi aussi je pensais sincèrement qu'il allait avoir le Ballon d'Or africain. Après c'est pas volé par Lookman, hein. C'est pas un scandale de pas voir Hakimi. Il loupe son péno à la CAN. Certes il brille au JO et au PSG, mais Lookman triplé quand même en finale d'Europa League et en Serie A, ce qu'il fait c'est quand même exceptionnel aussi. Bon, avec tout ça, plus le fait qu'il sorte jamais du 11 parce qu'il n'y a pas de remplaçant derrière lui, tous les jours, il cavale, il fait des matchs extraordinaires et je me demande si hier, vraiment, c'est pas un de ses meilleurs matchs sur cette saison parce qu'en fait, c'est un match en pleine semaine, un déplacement, après avoir enchaîné plusieurs titularisations. Tu te dis, mais comment c'est possible? Il y a des moments, c'est incroyable. Et en plus, au-delà des courses, hier, il y a la justesse technique. Il faut le souligner. Dans le dernier geste, dans les prises de balles aussi, des petits dribbles par moment, les passes. Il est juste. Et même ça, c'était pas gagné, vu l'état de la pelouse de Louis II. C'est vraiment cataclysmique hier, la pelouse. Hein. Trop haute, trop grasse, parfois des aspects champ de patates. Bon, l'ambiance, ça, on la découvrait pas. Mais la pelouse, j'étais un peu déçu. Voilà. Donc Hakimi a un match absolument extraordinaire hier. Il faut le dire, quand ça l'est, et en plus quand il y a la justesse technique. D'habitude, je rajoute toujours le fait que dans le dernier geste, dans le dernier tiers, c'est un joueur qui est un peu moins fiable. Mais là, hier, ça n'est pas valable, tout simplement. Par contre, la défense centrale, que ce soit Marquinhos ou Pacho, 2 mauvais matchs. Pacho, revenons sur son duel avec Mbolo. Donc j'ai revu le match et avec un focus sur lui particulièrement parce qu'il perd la plupart de ses duels. Mbolo réussit à jouer en pivot. Sur le deuxième but, il est battu. Et c'est pas un hasard, comme on le disait dans le débrief à chaud. Après, je pense qu'on a un joueur qui est très fatigué. Rappelez-vous, avant la trêve internationale de novembre, après le match contre l'Atlético, il est dispensé du déplacement à Angers parce que sur l'Atlético, là au parc, il est mort, il est exténué. Et là, je pense que c'est un peu pareil. Peut-être que Luis Enrique va faire la même chose à Lens qu'à Angers. Ça m'étonnerait parce que là, c'est quand même un match de coupe. On sait que Luis Enrique accorde une grande importance à la Coupe de France, traitée avec le plus grand sérieux la saison passée. Donc je ne pense pas qu'il y aura des joueurs qui partiront en vacances avant. Bon, perso, je l'aurais fait quand même peut-être pour Pacho et Hakimi, qui sont des joueurs qui, chaque fois au trêve international, jouent et loin de Paris, dans des contextes assez compliqués, et qui, à Paris, sortent jamais du 11, quoi. Enfin, c'est vrai que Pacho, c'est tout le temps titulaire. Marquinhos s'était reposé contre Lyon, pas lui. Et donc, je remets ça peut-être sur la fatigue de Pacho. Bon, Marquinhos, j'en ai déjà parlé. Match très compliqué. Après, c'est dommage parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le catastrophisme, dans le sens où je trouve qu'il fait quand même une première partie de saison. Il y a des matchs intéressants, quoi. Il y a des matchs intéressants. Après, il y a des faits qui, je pense, sont irrémédiables, comme la perte de vitesse. Comme la perte de vitesse.
la perte d'explosivité et parfois la facilité déconcertante à la relance, quoi. Bref, João Neves, donc, qui était initialement latéral gauche, mais ça a duré 20 minutes. J'ai expliqué ce changement de poste. D'ailleurs, Luis Enrique l'a expliqué en conférence de presse en disant qu'on avait concédé des contre-attaques et que donc il a préféré mettre Warren pour mieux gérer les transitions à ce poste de latéral gauche. Ce qui explique le fait que Joao passe relayeur droit après la prise de profondeur de Singo, donc sur la fameuse action. Et ce qui donne aussi raison à Papus Camara, qui sur DAZN, sur le match contre Auxerre, je crois, dit si Warren est latéral gauche, c'est parce qu'il a les qualités physiques, de vitesse, avec le haut du corps, la solidité sur les appuis, pour gérer les transitions défensives. Et Papus a vu juste à ce moment-là. Luis Enrique l'a confirmé hier en conférence de presse. Sur João Neves, en première mi-temps, vrai apport offensif. C'est lui qui lance Barcola dans la profondeur sur la grosse occasion donc de Bradley. Hakimi, bien sûr, sur le but de Désiré Doué. La tête sur corner. D'ailleurs, les corners, quand ils sont tirés rentrants et pas sortants, tout de suite, ça crée des occasions. Le but de Ramos, c'est une passe D de Lee Kang-in qui le tire rentrant. Mais Dembélé, avant, les tirait aussi rentrant et plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Warren, je trouve qu'il fait un bon match. Je trouve même qu'il fait un très bon match. En relayeur droit, il fait un bon début derrière Hakimi. Il compense bien, il se projette, il ressort bien les ballons. Quand il est latéral gauche, pareil, il est bien, notamment sous pression. C'est vrai que ces derniers matchs, il y a quelques actions où il résiste bien à la pression adverse, à la relance et tout ça. Et je me dis, tiens, c'est bien. Ça montre que Warren est dans une bonne dynamique. Vitinha, alors en première mi-temps, ça a été un peu compliqué. Moi, Vitinha, ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois dans ces matchs, défensivement, t'as aucune action marquante. Il n'y a rien, en fait, à tirer de son match défensif. Après, avec ballon, notamment en deuxième, c'est vrai que c'est le métronome. Tout passe par lui, même si parfois il y a un peu des touches de trop. Il y a aussi des ballons qui mettent sur orbite ses partenaires. Donc ça, c'est à signaler. Bon, c'est un bon match. Mais encore une fois, quand t'es 6, s'il était relayeur, je dirais, Vitinha a fait un bon match. Il aurait moins de responsabilités défensives. Mais là, quand t'es 6, surtout face à Monaco, qui a réussi à se créer quelques occasions sur lesquelles, en fait, t'es pas là. Même si t'es pas forcément le fautif direct, t'es pas là pour protéger ta défense, machin. Donc, c'est vrai que là-dessus, je le retiens toujours avec Vitinha. Fabian Ruiz a peiné en première mi-temps à appréhender son rôle. Donc, sa première mi-temps est assez mauvaise. En deuxième, il faut quand même noter une belle activité défensive et puis son côté décisif. La passe D pour Dembélé sur le 4e but. Et sur le deuxième, la frappe. Voilà. En deuxième, il est vraiment bon. Voilà. Ousmane Dembélé, même constat. Première compliquée, deuxième mi-temps, il est bien meilleur. Comme je l'ai dit, il a bien tiré les coups de pied arrêtés. Il est déjà à 8 buts en Ligue 1. C'est plus de 2 fois son compteur de l'année dernière. Donc c'est cool. Et des buts dans des matchs importants. Il avait marqué l'unique but du match contre Lens. Hier, il met un doublé qui rapporte un point. Contre le Stade de Reims, c'est lui qui était remplaçant, qui rentre et qui marque au deuxième poteau sur un centre pour nous ramener le point du nul. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, c'est des buts qui sont importants en Ligue 1. C'est pas le 4e, 5e but d'une valise. Donc ça, c'est plutôt à mettre à son crédit. Désiré Doué en faux neuf, vraie belle première mi-temps. Mais vraiment, on l'a dit, dans les sorties de balles, sa capacité à décrocher, à apporter de la présence. Bien sûr, techniquement très juste. La capacité à utiliser le haut de son corps pour protéger. Là, il a un ascendant sur Barcola. Sa capacité à résister au duel, bien sûr. Même si parfois, et on l'a vu hier, notamment en début de deuxième mi-temps, il s'enferme dans des situations individuelles. Voilà. C'est vrai que c'est tout l'enjeu pour lui. Autant Barcola, même quand il met pas un pied devant l'autre, il va prendre des solutions collectives la plupart du temps. Bon, Désiré Doué, faut pas qu'il s'enferme là-dedans non plus. Sa deuxième mi-temps, forcément, il accuse le coup. Mais pareil, on remet ça sur la fatigue. On parle d'un joueur qui a eu une première partie de saison très hachée et qui là enchaîne 3 matchs. Ce qui n'était pas vu jusque-là. Forcément, tu as de la fatigue accumulée. Et dimanche, je ne sais pas s'il sera titulaire contre Lens. Gonzalo Ramos met un très beau but. C'est dommage que la passe pour Dembélé soit pas bien effectuée, parce que sinon, il aurait pu rajouter une passe D sur
un quasi quart d'heure de jeu. Donc c'est vraiment exceptionnel quand il rentre comme ça, Gonzalo Ramos. Ça fait très plaisir. Barcola. Ouais, Barcola, il n'a pas marqué depuis le 9 novembre. Hein. C'était le doublé qu'il met contre Angers. Il est à 10 buts en Ligue 1, Dembélé à 8, semble le rattraper un petit peu. Bon, hier, ce qui est dommage, c'est qu'il démarre très fort. Singo est vraiment dans le dur au début du match. Et après, il est beaucoup moins actif en termes d'appel, de provocation. Peut-être que l'action de Singo sur Donnarumma l'a échaudé. Et après, c'est vrai qu'il allait moins chercher le duel avec son vis-à-vis, moins le provoquer. Donc, je ne sais pas si ça a joué, mais peut-être que voilà, ça l'a un petit peu calmé. Bon, l'entrée de Lee Kang-in, faut noter, en fait, c'est comme Ruiz. Dans le jeu, il est chiant, mais il est décisif et il faut le noter. Il y a la passe D, la frappe qui finit sur le poteau après un bel arrêt du gardien. Mais sinon, bon, les prises de balles vers l'arrière, que des protections sans réelle vivacité et rupture, moi, j'ai un peu du mal avec ce profil. Après, je pense que Luis Enrique apprécie ce genre de profil, qui se rapproche de l'ailier de contrôle qu'est un Bernardo Silva à un moment dans le City de Guardiola, par exemple. Mais voilà. Revenons sur l'arbitrage. Deux petites choses. Déjà, le fait que ce soit Jérôme Brizard à la VAR hier, ça, les gars, c'est à prendre en compte, hein, parce que si le VAR n'appelle pas le Texier sur l'action de Singo, sur les pénaux, même sur le tac de Camara qui peut valoir rouge, bon, ce serait quand même très sévère sur Désiré Doué. J'ai tout de suite compris quand j'ai vu que c'était lui. Hein, parce que Brizard, c'est qui? Alors déjà, Brizard, c'est celui qui avait mis un carton jaune à Neymar pour faire un dribble. Rappelez-vous, contre Montpellier en 2020 ou 2021, avec la teinture rose là, et le maillot noir, au Parc des Princes. Et plus récemment, cette saison, Jérôme Brizard, c'est celui qui avait arbitré le Nice-PSG, rappelez-vous, avec Dante qui met un gros coup de pied dans le genou d'Hakimi, sur une action anodine au bord de la touche. Hakimi et Marquinhos qui du coup protestent. Et au final, eux deux prennent un jaune, et lui, rien. Il y avait aussi eu une situation litigieuse dans la surface qui aurait pu être sifflé comme penalty pour Dembélé, sur Dembélé, que Jérôme Brizard n'avait pas sifflé. Pareil, le VAR l'avait pas appelé, donc voilà. Bon, c'est pas étonnant. Il est limite pire que le Texier, hein. Parce que honnêtement, le Texier d'habitude, son intervention sur le rouge d'Harit après le match au Vélodrome était plutôt intelligente, même si du coup, hier, il est complètement descendu dans mon estime parce qu'il a refusé d'aller s'expliquer. Et ce qui est incompréhensible, c'est que c'est un des meilleurs arbitres français, le Texier. Il arbitre en Ligue des Champions. Et quand ils le font, nos arbitres français, ils sont bons à l'échelle européenne. C'est fou le différentiel entre nos arbitres en Ligue des Champions et dans les compétitions internationales et en France. Vraiment, c'est assez incroyable. Bref. Et bien sûr, revenons... et d'ailleurs, Singo aussi, ici. Singo, il prend un jaune à la 13e minute. Eh bien, ce jaune le suspend contre nous au Trophée des Champions. Si on veut se rassurer, s'il prend rouge dès le match hier, donc sur l'action sur Donnarumma, je pense qu'il est suspendu ce week-end en Coupe de France et pas sur le Trophée des Champions. Mais du coup, là, comme il a pris un jaune et que c'est pour accumulation, du coup, il est suspendu contre tout. Ce qui est une vraie bonne nouvelle, hein, parce que c'est un vrai boucher. Au-delà de l'action où il n'y a pas d'intention machin, il y en a d'autres où c'est quand même limite, quoi. Et puis surtout, quand il vient de faire ça, se permettre un duel dans les airs un peu musclé avec Désiré Doué à un moment donné, ou tirer le maillot de Barcola en début de deuxième mi-temps, tu te dis punaise, le mec, ça va quoi. Et tout à l'heure, du coup, quand on disait Barcola semblait un peu touché par cette action sur Donnarumma, et du coup, il allait moins au duel, peut-être que ça, du coup, c'est valable pour la suspension de Singo contre nous dans 15 jours. Bref, sur les tribunes, revenons quand même sur les insultes envers le PSG et Nasser, qui cette fois, visiblement, n'ont pas nécessité d'arrêt. C'est que au Parc des Princes. Mais de toute façon, quand les Lyonnais s'en donnaient à cœur joie sur la mère de Barcola l'année dernière, c'est pareil, personne n'en parlait. Les Marseillais, samedi contre le LOSC, ils font leur traditionnel chant. Alors le chant, c'est incroyable parce que il est à la fois donc homophobe, hein, il y a une insulte qui est considérée comme homophobe, selon les textes et qui nécessite l'arrêt du match. Et au-delà de l'homophobie, il y a un appel à la mort parce qu'ils disent il faut les tuer, machin. Il faut les tuer, c'est
vous connaissez le chant, ils tournent souvent, parce qu'ils le disent à chaque fois, et ils l'ont fait sur les Lillois ce week-end. Donc vraiment, ce 2 poids 2 mesures est absolument exaspérant. Exaspérant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve sûrement pas demain, mais après-demain, du coup, pour parler de l'avant-match. Hein, ce Lens PSG très attendu en Coupe de France. Le parcours commence très bien, avec une Ligue 1 qui plus est Lens, équipe de Will Steele. Mais je crois que comme Monaco, ils sont en pénurie de numéro 9. Et c'est encore pire chez eux. Hein. C'est encore pire chez eux, les 9. Je crois qu'ils ont leurs 2 9, le titulaire, le remplaçant, machin, qui sont pétés, qui ont eu de grosses blessures. Donc bon, on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment. Allez, ciao les amis, et prenez soin de vous avant tout, bien sûr.